Bonjour, Arthur Catalayi, senior partner du A2K Advisory et fondateur de Right Advice Podcast. Aujourd'hui, nous allons avoir Monsieur Paul Mabolia, qui est le patron du cadastre minier. Bonjour Monsieur Mabolia. Le cadastre minier est la porte d'entrée du secteur minier en RDC. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus par rapport à cela ? Bonjour. Effectivement, si vous voulez rentrer dans le domaine du secteur minier en RDC de manière, disons, formelle, il vous faut avoir certains documents de base. Et les premiers documents sont donnés au niveau du cadastre minier où nous délivrons donc les titres, les droits miniers pour carrière et pour toute activité concernant l'exploitation minière industrielle et artisanale en République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il faut pour avoir accès à une licence ? Parce que c'est vrai que de l'extérieur, on a toujours l'impression qu'il y a la possibilité d'avoir une licence à travers les compagnies d'État congolaises ou le cadastre. Et quelquefois, il y a un petit peu de confusion par rapport à cela. Est-ce que vous pouvez éclaircir pour particulièrement les gens qui sont en dehors de la RDC, qui voudraient avoir accès à des licences de tout type par rapport aux minerais que la RDC possède ? Bon, je vous dirais que c'est très simple, c'est pas très compliqué. Le document de base que nous avons tous, c'est le code et le règlement minier. Donc le code minier et le règlement minier, il est aussi bien en français qu'en anglais. Il est en ligne, il peut se retrouver facilement dans Google et vous avez toutes les informations concernant comment entrer en possession d'un droit et carrière au niveau de la République démocratique du Congo. C'est extrêmement très simple. Maintenant, en principe, nous le cadastre minier, nous sommes aussi en ligne. Donc, vous pouvez regarder notre site, cami.cd, et vous aurez toutes les informations. En plus de ça, nous sommes aussi en ligne, non seulement en termes d'informations, mais aussi le fichier cadastral est en ligne. Donc, quelqu'un peut rentrer dans cami.cd, il y a les cartes et il va voir toutes les concessions qui ont cédé ou quelle est la situation de tous les gens à qui on a délivré le permis. Donc, c'est en ligne, on peut regarder et ça constitue déjà un point de départ. Maintenant, il y a toute la partie géologie aussi, comment est-ce qu'il y a. Nous avons aussi les informations. Et on peut aussi regarder dans les autres sites des services du ministère, tels que le Service géologique national du Congo ou la cellule technique de planification minière, CTCPM, ils ont aussi des informations en ligne. Donc, de là où on est à travers le monde, je crois qu'il est quand même assez facile de trouver les informations de départ sur la République démocratique du Congo dans le secteur minier. Et ça, c'est sur toute l'étendue du territoire de la RDC et c'est aussi disponible à n'importe quel investisseur ou opérateur économique qui serait intéressé à faire l'acquisition d'une licence. Oui, tout à fait. Donc, c'est sur tout le territoire étranger ou congolais, on ne fait pas de différence. Donc, le code minier, il est bien clair. Il faut constituer une compagnie qui doit être enregistrée ici en RDC, une filiale aux États-Unis, c'est aussi possible, mais il faut passer à travers un cabinet de mandataires agréés, parce que si vous êtes à l'étranger, lorsqu'on doit vous contacter, on ne sait pas vous contacter si vous êtes à Honolulu. Donc, il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui ait une adresse ici ou représentée ici en République démocratique du Congo. Et donc, elle peut faire la demande. Mais il faut aller au guichet unique, il faut être immatriculé, il faut avoir un compte en banque en RDC, il faut avoir une adresse physique, comme je suis en train de le dire. Toutes ces informations sont nécessaires pour pouvoir acquérir un carré minier. Donc, en fait, vous pouvez avoir des capitaux étrangers, mais la compagnie doit être sous une juridiction congolaise. Elle peut être étrangère, mais de toute façon, à un moment donné, elle devra être juridiction congolaise. Pour l'acquisition d'un titre, vous pouvez être à l'étranger, mais quand vous allez devoir commencer toutes sortes d'opérations, il faut être sur place. Il ne faut pas vous dire que vous allez le faire de l'étranger, comme je dis. Donc, il faudrait qu'il y ait forcément une succursale enregistrée en République démocratique du Congo qui paye ses taxes et tout ça nécessite que ça soit enregistré. Okay, très clair. Il a été mis à la disposition du public comme information récemment qu'il y avait plus de 3000 titres miniers qui n'étaient pas en règle. Qu'est-ce que cela signifie? C'est par rapport à leurs droits superficiaires qui n'avaient pas été honorés ou c'est par rapport à d'autres règles qu'ils n'avaient pas respectées?
Non, l'information n'est pas correcte. Il y a 3000 titres que nous avons délivrés. D'accord. Dans ces 3000 titres, il y avait à peu près un tiers, donc à peu près 1000, qui posaient problème pour toutes sortes de raisons. Encore une fois, les raisons, vous pouvez les trouver dans le cadre de la réglementation du Code des règlements miniers. Si vous ne payez pas vos droits superficiels, vous êtes, vous allez être déchu. Donc, au 31 mars, nous émettons des notes de débit. Si vous ne payez pas d'ici un mois, vous allez faire face à cette déchéance. Vous êtes obligé, lorsque vous avez un permis, par exemple, de recherche, de commencer les travaux en délai un an. Si vous ne commencez pas les travaux en délai un an, vous êtes aussi vous risquez la déchéance. Donc, il y a toutes ces dispositions qui sont dans les règlements miniers qui n'étaient pas suivies D'accord. et pour lesquelles nous avons rappelé à toutes les personnes, à toutes les parties prenantes, qu'il faut respecter le code et le règlement minier. Ce qui fait que nous avons dû poster ou adresser auprès du ministre des Mines plus de 250 cas qui posaient problème pour non-paiement et qui étaient donc sujets à déchéance. Mais il y a toute une procédure parce que lorsque la personne reçoit ça, elle peut motiver pourquoi elle n'a pas payé et tout ça. Mais sinon, il y avait aussi des cas de force majeure. Okay. Nous avons vu qu'il y avait des forces majeures qui n'étaient pas nécessairement des forces majeures parce que une force majeure, ça veut dire que vous ne pouvez pas accéder à votre endroit, vous ne pouvez pas jouir de votre endroit. Mais dans les cas où nous voyons, c'était encore une manœuvre pour essayer d'échapper à payer. Donc, tous ce sont des cas qui ont été identifiés dans le cadre de l'assainissement du fichier cadastral que j'ai fait depuis mon arrivée à la tête du cadastre. Et c'est très intéressant parce que vous avez parlé de permis de recherche. Et comment est-ce qu'on peut passer d'un permis de recherche à un permis d'exploitation? Lorsque vous avez un permis de recherche, vous devez faire la recherche. Donc, ça veut dire que vous employez des géologues, vous faites de la géophysique aéroportée, vous envoyez des géologues sur terrain, vous faites tout ce qui est tout ce qui se fait par la recherche, hein, aussi bien des sondages et tout ça. Et puis, quand vous avez de bonnes informations, vous avez 5 ans. Okay. Si d'ici 5 ans, vous devez arriver à nous présenter une étude de faisabilité pour passer du permis de recherche en permis d'exploitation. Si, arrivé à ce délai, vous n'y arrivez pas à le faire, vous pouvez demander une extension. Mais à ce moment-là, vous perdez 50% du territoire sur lequel vous êtes en train de travailler. Et donc, à ce moment-là, on vous le redélivre et puis vous continuez. Mais il faut faire une étude de faisabilité pour passer du permis de recherche au permis d'exploitation. D'accord. Très bien. Et également, par rapport à quelque chose qui est aussi relié à cela, quelle est la stratégie pour accompagner les artisanaux pour les licences qui sont ZA dans les zones artisanales? Y en a-t-il une? Oui, il y a les zones d'exploitation artisanale, ce sont des zones qui sont demandées par les gouverneurs de province, des gens donc sur le terrain, via le ministre des Mines. Ils adressent une note au ministre des Mines pour des raisons aussi bien, comment dirais-je, d'intérêt national, qu'une concentration de jeunes gens qui n'ont pas grand-chose à faire et qui peuvent survivre que par cette exploitation. On fait une zone d'exploitation artisanale. Maintenant, l'État congolais, soucieux de cela, a créé ce qu'on appelle le service d'assistance et d'encadrement de la petite mine, CMAP. C'est eux qui sont censés, pas qui sont censés, c'est leur travail d'encadrer tous les artisanaux à travers des coopératives pour qu'ils puissent travailler dans les zones d'exploitation artisanale. Aujourd'hui, nous allons augmenter cette intensité parce que le problème commence à se poser avec le nombre d'artisanaux et des espaces qui sont de moins en moins disponibles pour eux pour faire leur activité, qui est pratiquement une activité de survie. D'accord, ok. Et en rapport avec ce dont on parlait initialement, pour avoir accès à des licences, quelle est la meilleure façon d'opérer? Est-ce qu'il faut passer par le cadastre? Est-ce qu'il faut passer par une compagnie d'État? Est-ce que si on passe par une compagnie d'État, on ne peut plus passer par le cadastre? Est-ce que les deux peuvent être faits parallèlement? Les deux sont compatibles, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs façons de rentrer. D'abord, le plus facile, c'est encore une fois, vous regardez un terrain, vous avez des informations que vous avez prises en Belgique ou dans les universités ou quoi, et vous voyez si le terrain est libre. Et ça, vous pouvez le faire à partir de Bruxelles, là où vous êtes. Il suffit de rentrer dans le cadastre minier. Vous avez des informations géologiques. Vous regardez si autour de l'endroit que vous voulez prendre, c'est vide. Et puis, bon, vous venez faire la demande pour le carré, l'espace là qui est vide, et c'est là que vous commencez. Maintenant, il y a des gens qui sont là-dedans. Vous verrez aussi toujours dans le fichier cadastral, des gens dont
le permis expire ou le permis est à déchoir. Vous pouvez directement les contacter parce que le nom de la compagnie est là et puis voir de quelle manière vous pouvez faire un partenariat. Vous dites, bon, moi je me substitue à vous, je paye, le document il est là et puis on va travailler. Maintenant, depuis l'époque coloniale, nous avons donc toutes les grandes compagnies minières d'État, il y en a 6 ici, qui ont quand même de grandes superficies. Et vous pouvez donc contacter ces compagnies de l'État et voir si vous pouvez faire un partenariat. Les joint ventures, c'est le cas aujourd'hui quand vous voyez toutes ces grandes compagnies, TFM, Sycomine, ERG, ce sont toutes des compagnies qui ont fait des partenariats avec les sociétés d'État. Donc, plusieurs solutions se présentent. D'accord. Et donc, il n'y a pas un chevauchement entre une licence du cadastre et une licence qui appartiendrait à une compagnie d'État? Non, elles sont bien distinctes. Non, non, ils n'ont pas. Tout est enregistré ici. D'accord. C'est la seule autorité pour délivrer les licences minières en République démocratique du Congo, c'est nous. Mais évidemment, eux, ils ont aussi leur petit bureau de géologie, là, ils ont tout, mais tout est cadastré chez nous. Donc, les permis sur lesquels la GECAMIN travaille sont en fait des permis qui sont enregistrés chez nous. D'accord. Il n'y a pas des droits miniers appartenant à la MIBA, oui, mais ce sont des permis qui sont délivrés par nous. Alors, qui est l'autorité, en fait, du dit permis? C'est-à-dire, c'est le cadastre? Le sol et le sous-sol appartiennent à qui? C'est la loi Bakajik à l'État congolais. Mais nous concédons pendant 25 ans à telle société. Et la GECAMIN a aussi plein de permis sur lesquels elle travaille. Donc, elle paye ses droits superficiels au cadastre minier et elle jouit de ces titres. Donc, une entreprise doit d'abord passer par le cadastre, ensuite une compagnie d'État, ou ça peut se faire concomitamment? Vous devez... Non, si vous voulez travailler avec la GECAMIN, parce qu'ils ont des permis qui sont intéressants, vous passez par eux. D'accord. Vous faites une joint venture, vous faites tout ce que vous voulez, vous passez pas par eux. Et ensuite, s'il y a cession ou amodiation, vous venez au cadastre minier pour qu'on puisse entériner ça et mettre ça dans notre fichier. Ok, très bien. Il y a une étude qui a été faite par Bloomberg New Energy Finance qui date de 2022 et qui stipule que les minerais congolais, particulièrement le cuivre, le cobalt et le lithium, leurs demandes vont quadrupler entre maintenant et 2050. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça vous... L'étude dont vous faites, je crois que je ne me souviens plus de l'année, mais ils sont venus ici présenter et nous avons fait un grand forum là-dessus au niveau du Palais du Peuple. Et à cet effet, je crois qu'on a mis en place toute une batterie d'autorités, notamment le Conseil Conseil congolais de la batterie, je crois, pour pouvoir traiter ce problème de surfer sur cette transition énergétique à partir des minerais précieux que nous avons. Et donc, l'idée, c'était que ces chips, ces précurseurs soient produits ici en République démocratique du Congo, où tout le moins, les produits finis peuvent être le plus possible produits ici en RDC. Et donc, je crois qu'on est en train de travailler avec cet avantage comparatif que la RDC a par rapport à d'autres pays, parce qu'on disait si on le faisait au Congo, la matière première, elle est là, la main-d'œuvre, elle est OK, et donc ce serait plus facile. Donc, il y a eu des protocoles d'accord entre la RDC et la Zambie. Il y a eu aussi des protocoles d'accord avec les Américains dans le cadre de Mineral Partnership. Okay. Et donc, nous travaillons tous là-dessus à avoir cet avantage. Il faut dire que ce sont quand même des minerais qui sont grandement utilisés au niveau de l'industrie technologique, automobile et tout ce qui est intelligence artificielle et tout ce qui s'ensuit. Est-ce qu'il faut quand même une collaboration directe entre la RDC et ces grandes entreprises à l'international plutôt que toujours d'avoir des intermédiaires et ne pas être en contact direct avec ces entreprises qui se servent de ces minerais pour leur technologie et pour leurs opérations? Nous le disons que c'est plus facile d'avoir un marché direct plutôt qu'un marché triangulaire. Bien sûr. Le produit, il est extrait ici, il va en Chine, et puis en Chine, on va de l'autre côté aux États-Unis. Ça, nous le disons maintes fois.
empower the Congolese. Si vous ne voulez pas venir ici, vous nous donnez, vous nous financez, nous sommes capables de le faire, puisque la plupart d'entre nous, beaucoup d'entre nous, ont étudié en Europe et donc on maîtrise la technologie. Le financement, on n'a peut-être pas tout le temps, mais on peut le faire. Donc aujourd'hui, on peut venir construire des usines ici et le faire. C'est pas très compliqué. On va nous dire le problème d'énergie, mais vous voyez, avec les Chinois, ils arrivent à construire des barrages. Donc, un financement massif, pas un plan Marshall, mais un financement conséquent par rapport à la situation d'urgence que peut faire l'affaire pour tout le monde. Donc, je crois que si vraiment le monde occidental se mobilisait et décidait de mettre des fonds à la disposition de la RDC, on ira. On ne va pas dire que c'est la corruption, c'est ceci, cela. Je crois que les autres ont fait et ça donne, et on peut le faire aussi. Mais pas toujours faire des faux fouillants en disant c'est la guerre, ah, c'est ceci, cela. C'est une façon, d'après nous, ça vous arrange aussi parce que ça vous coûte finalement moins cher que d'avoir à mettre des capitaux pendant longtemps d'exploitation artisanale. Donc vous prenez, puis vous avez tout de suite le minerai de l'autre côté au Rwanda et puis vous dites c'est clean, mais en réalité ça vient de chez nous. Bien sûr, absolument. Tout ça, c'est ce genre de faux fouillants. Nous pensons que bon, c'est ça qui alimente cette situation de guerre et tout ça. Mais on peut faire arrêter ça rapidement. Totalement. Avec, financement en RDC. Vous avez des gens, des PhD qui sortent de Harvard. On a le PDG de la Régie des eaux, il est de Harvard. D'autres sont de MIT. Donc, on a cette technologie ou cette capacité de faire tout. Et on l'a prouvé avec la société Kibali, qui a fait un financement dans une zone de guerre. Et ils sont arrivés à faire un barrage pour produire le courant à partir de Congolais. Tout à fait. Aujourd'hui, cette compagnie est une des comment dirais-je, en avant-plan dans le domaine de green energy, parce qu'ils produisent tous quelque chose qui est propre et qui n'est pas polluant. Et donc, c'est possible. C'est tout simplement cette mauvaise presse que je dis, c'est pas la fainéantise, c'est la mauvaise foi, d'après moi. Les gens qui veulent pas vraiment, c'est plus facile de dire ça ne va pas et vous voulez pas faire. Mais bon, en réalité, on peut le faire. On a des exemples concrets par rapport à ça. C'est ce que je vous ai cité, quelques exemples concrets. Je ne vais pas faire la publicité de qui que ce soit, mais bon, j'ai cité 3-4 compagnies qui fonctionnent très bien et on peut le faire. Donc le modèle de faire du sulfate ici ou éviter que nos hydroxydes pas tous en Chine, ça c'est très facile. On a besoin de financement et nous cherchons des financements. Aujourd'hui, quand on cherche des financements, le plus facile c'est avec la Chine. Et si les Européens disponibilisaient 300, 400 millions de dollars, je crois qu'on pourrait aller assez rapidement. Bon, en parlant de ça, il y a plus d'argent sur les marchés internationaux que ces marchés-là peuvent absorber. Et donc, ça veut dire qu'il y a un excédent de capitaux et de liquidités sur les marchés, particulièrement aux États-Unis. Mais il y a toujours je ne sais pas si c'est cette peur qui est justifiée ou non, des capitaux américains qui ont un peu du mal à venir en RDC, de par l'opacité, de par leur frilosité aussi. Qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à cela? Des concepts de risque. Risk-taking, risque ceci, risque cela. Mais quand vous regardez les compagnies européennes, les peu qui sont là, qui travaillent ici, regardez un peu les profits qu'ils font. Ce n'est pas peu, c'est beaucoup. Bien sûr. Alors on se demande où est-ce que le risque. Ensuite, je n'ai jamais entendu qu'on a nationalisé une compagnie ici chez nous, en tout cas en RDC. Donc les compagnies qui sont là, regardez Kibali fait d'énormes profits. Les Chinois, Sinmok vient de faire de plus de 600% de profits. Donc les gens au Congo font des profits. Et donc, quand vous parlez de risque, moi, je ne sais pas très bien. La guerre, elle est à l'Est, mais bon, on ne touche pas vraiment, finalement, comment dirais-je, à ces entités économiques. Personne n'est fou pour venir casser, et puis demain, vous n'aurez pas l'argent. Donc, tout ça est d'une certaine manière protégé, où ça fonctionne très bien. Donc, le risque, c'est des concepts, moi, je dis anciens, mais bon, je ne trouve pas que ça, aujourd'hui, ça vaut encore la peine, parce que tous ceux qui investissent ici, en tout cas, retire de bénéfices. Et pour les Congolais de la diaspora ou les Congolais d'ici, ils ont toujours des fois l'impression que c'est réservé uniquement aux étrangers de faire l'acquisition de licences. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour qu'ils ne soient pas mis de côté dans les discussions, parce qu'on parle souvent d'investisseurs étrangers, mais alors que les premiers investisseurs devraient être les Congolais et de la diaspora et les Congolais d'ici, est-ce qu'on leur facilite la tâche justement pour avoir accès à ce genre d'opportunités? Non, on doit se mettre tous d'accord, c'est notre responsabilité. Et le secteur minier, il faut le comprendre, nous sommes à l'intérieur d'un système. Nous ne sommes pas en dehors, nous sommes à l'intérieur du système. Donc, il faut avoir toute l'architecture ensemble. Aujourd'hui, si vous voulez investir, il faut avoir des fonds. Sûr. Et les fonds, regardez un peu les banques au Congo, là.
Si vous voyez une banque de développement, une banque congolaise, ça pose déjà problème. Clairement. Donc, le Congolais, il va avoir l'argent où? Donc, il faut réformer notre système financier. On n'a pas de bourse ici en RDC, dans d'autres pays là. Donc, on est encore dans un système, d'après moi, archaïque qu'on devrait moderniser. Ça commence, mais ce n'est pas encore arrivé. Et tant qu'on n'a pas ce système de modernisation de bourse, on a toutes ces sociétés d'État qui n'arrivent pas à sortir de l'ornière de mauvaise gestion là où ils sont. Si vous avez une bourse, pour être coté en bourse, vous devez respecter tellement de standards que je crois que la trois quarts de ces compagnies ne le font pas. Ça, c'est déjà d'un point. Et ce serait facile pour les Congolais et les autres de venir et puis de prendre des actions. Tant qu'on n'a pas ça, on ne fonctionnera pas. Donc maintenant, vous devez prendre vos capitaux privés, ce qui est énormément d'argent, pour aller directement dans une activité. Et ça, c'est compliqué. Donc, il y a aussi toute l'infrastructure énergétique, il y a aussi toute l'infrastructure de transport. Si vous voulez investir, nous, on veut investir ici. Chez moi, par exemple, c'est à Yakoma. Il n'y a déjà pas d'avion pour arriver là-bas, c'est une fois par semaine. Donc, investir, d'accord, mais vous voyez que c'est au-delà. S'il n'y a pas de transport pour arriver là-bas, alors qu'il y a une mine d'or là-bas, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas seulement que c'est... Il faut regarder le tout dans l'ensemble. Ce n'est pas un problème qui est lié au secteur minier qu'on ne veut pas, mais l'infrastructure, quelquefois, ne s'y prête pas à aller très loin. C'est pour ça que les gens tournent autour de ce qui s'est fait depuis 100 ans du côté de la Gécamine, ou là, parce que l'infrastructure existe. Mais là où on doit faire de nouvelles découvertes, apparemment, personne n'est intéressé à passer 15 ans avant d'avoir son bénéfice, malheureusement pour nous. Une dernière question. Vous avez commencé dans le secteur minier et vous êtes dans ce secteur depuis quand même plus d'une trentaine d'années. Depuis que j'ai terminé l'université au Canada. Pourquoi avoir choisi ce secteur et quelles recommandations vous avez à des jeunes Congolais qui souhaiteraient justement rentrer dans ce secteur qui n'est pas facile d'accès pour l'individu moyen de l'extérieur? Est-ce que vous avez des recommandations ou des conseils? Vous m'avez dit que vous avez interrogé quelques autres personnes qui sont dans le secteur. Bon, écoutez, c'est le destin, la chance, quand vous tournez, et puis bon, c'est la chance. Moi, j'ai commencé en fait dans le secteur bancaire. Je suis licencié, j'ai une maîtrise en sciences économiques et je me destinais à aller dans les banques. Et donc, j'ai commencé un peu à travailler à Stuttgart, dans la Deutsche Bank. Je suis venu à Kinshasa, j'ai commencé à ce qu'on appelait la BCDC, puis j'étais pas intéressé. Un jour, j'ai entendu un ami à mon père qui disait qu'il avait besoin de jeunes gens congolais pour aller apprendre le métier de la bourse à Londres, comment se fait cette cotation du prix du cuivre, parce que nous, ici, on vit du cuivre et il y avait beaucoup de problèmes. Et le père dira, mais il y a ton petit là qui est là. Puis il m'appelle et puis il dit, toi, tu sais, allez, va à Londres, va apprendre. Donc c'est comme ça que je suis rentré dès le départ dans le secteur minier directement, en faisant le trading à Londres, apprenant des techniques d'acheter à terme les minerais et de les vendre et tout ça. Et donc, comme j'étais rentré à travers la Gécamine, je suis un produit de la Gécamine, donc j'ai fait toute ma carrière dans la Gécamine, avant ensuite d'avoir été appelé au cabinet du ministre en 2003, et puis depuis lors, j'ai évolué au cabinet. Et vous parlez de chance, mais c'est la chance, c'est quelque chose qui se provoque également. C'est pas quelque chose qui tombe toujours du ciel. Vous pouvez aussi être dans une présentation où on trouve que vous êtes bon. Moi, j'ai engagé des ingénieurs au cadastre minier sur base du fait que j'ai vu la personne en train de parler. Là, je dis, ah bah tiens, elle est intéressante. Maintenant, quand vous allez au Katanga, vous verrez que beaucoup de jeunes compatriotes sont des ingénieurs et tout ça parce que papa était à la Gécamine, ils sont fascinés par là. Donc, beaucoup de carrières aussi au Katanga, vous avez une grande concentration d'ingénieurs, de docteurs, de spécialistes, ce que vous n'avez pas à l'Équateur. Donc, tout dépend aussi du milieu dans lequel vous vivez. Et dans le secteur minier, comme je dis, il faut vous intéresser et puis faire des études appropriées et à ce moment-là, vous aurez la chance. Et si vous êtes un battant, vous pouvez aussi faire comme beaucoup de Congolais, commencer vous-même et puis le faire. Ça, on le voit à Bunia, beaucoup commencent avec l'or. Ils avaient 2-3 carrières, ils ont commencé, puis ils achètent des excaveuses et puis ça commence à marcher. Donc, dans le secteur minier, ne voyez pas Kinshasa. Vous voyez, c'est parce qu'à Kinshasa, nous sommes des administratifs. Mais allez à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a toute une... pas diaspora, mais il y a beaucoup de jeunes gens qui sont en plein là-dedans, des jeunes gens et pas des vieux, enfin des personnes âgées avec grande expérience qui sont là-dedans. Il y a vraiment. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut mobiliser assez de fonds pour pouvoir faire une activité, parce que c'est faire de l'exploration, c'est pas moins de 100 à 200 millions de dollars. Maintenant, il faut aussi avoir maintenant des corporations
qui font qu'aujourd'hui, lorsqu'ils font des assessments, des évaluations, c'est reconnu internationalement. Le problème qu'on a, les géologues congolais, ils viennent à peine de mettre ensemble l'association des géologues congolais. Maintenant, ils doivent essayer d'avoir cette homologation sur le plan international qui fera que lorsqu'ils font de la recherche, lorsqu'ils signent les documents comme commissaire, c'est validé. Pour le moment, ce sont les Occidentaux qui dominent avec leur système JORC et tout ça pour avoir les fonds. Donc, tout ce que le Congolais fera pour le moment, ce ne sera pas admis si ce n'est pas fait par des gens qui sont JORC, qui sont en fait les Occidentaux qui dominent. Cette domination aussi, on doit le faire. À moins que plutôt que de chercher ça, de le faire nous-mêmes. Et on a créé le fonds minier pour les générations futures. C'est ça dont on est en train de dire qu'on peut commencer à faire des études avec elles, avec le fonds minier, voir de quelle manière ensuite on peut avancer. Donc en fait, vous êtes en train de dire que l'accès aux capitaux est primordial pour avoir des activités moyennes ou grandes dans le secteur minier congolais. Ah oui, ça c'est clair. Si, ne serait-ce que pour creuser, il faut avoir des pelles, il faut avoir une machine, il faut avoir des brouettes et tout ça, c'est un peu d'argent. Mais quand vous voulez maintenant prendre ça, pour mettre ça à 50 mètres plus loin, il faut avoir des camions, il faut des soins. Donc il faut avoir de l'argent pour commencer à faire. Sinon, ce n'est pas évident. Un camion de 30 tonnes, ce n'est pas des petits camions qu'on fait pour faire déplacer des minerais. Tout ça, c'est beaucoup d'argent et le système bancaire actuellement, pour le moment, il n'est pas vraiment très facile, pas propice, pas adapté. Nous avions eu beaucoup de problèmes avec l'exploitation artisanale. Je disais toujours, si vous prenez le Kasaï, vous verrez dans nos statistiques d'exportation de diamants, ça vaut à peu près 345 millions de dollars, à peu près par an, aujourd'hui le minimum. Mais quand vous allez sur place, cherchez la compagnie qui le fait. Il n'y a pas. Donc d'où vient ces 345 millions? C'est l'activité des artisanaux. Mais s'ils produisent 345 millions, comment est-ce que vous, les banquiers, vous n'êtes pas capables de leur donner des crédits? Pourquoi ça ne marche pas? Mais comment est-ce qu'ils font tout cet argent? Donc il y a de l'argent qui circule, mais qui n'est pas encore canalisé dans le circuit officiel parce que le système bancaire n'est pas adapté à l'exploitation artisanale. Des gens qui sont, disons, analphabètes, qui n'ont pas beaucoup d'éducation, mais qui sont très forts dans leur domaine. Quand ils viennent à la banque, vous leur demandez, oui, pour qu'on vous donne un crédit, il faut avoir constitution de 3 années précédentes. Donc, vous avez ces systèmes à l'africaine de tontine, de gens qui se mettent ensemble et puis qui assemblent l'argent et arrivent à faire cette activité. Et les banques devraient réfléchir. Bon, il y a 2-3 banques qui commencent à voir le problème artisanal d'une autre façon. Ce sont quand même des travailleurs et il y a moyen de trouver des formules pour leur mettre à disposition de l'argent pour fonctionner. Dernière question. Le show s'appelle The Right Advice, le bon conseil. Quel dernier conseil vous pouvez donner à une entreprise, un opérateur économique ou un investisseur étranger pour avoir accès au secteur minier congolais? Nous sommes à l'époque d'une transition énergétique aujourd'hui. C'est-à-dire que tout le monde maintenant cherche les minerais critiques qui demain vont pouvoir garder le lead pour les pays à forte économie tels que la Chine et les grands pays. Donc nous sommes un pays, comme on dit solution, peut-être nous sommes un pays au cœur. Donc il faut peut-être s'intéresser à regarder. Maintenant ces minerais c'est en dessous, c'est pas au-dessus. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir accès là-dessus? On prend un carré minier et on fait de l'exploration. Donc il faut avoir foi. Puisque vous savez que c'est là chez nous, il faut avoir foi. Si vous êtes à l'étranger, mettez-vous ensemble, cherchez avec toute l'information, comme vous dites, l'intelligence artificielle aujourd'hui, en étant en Europe, vous êtes capable déjà à faire des analyses pour avoir une certaine certitude là où se trouve le minerai. Et ensuite, vous venez ici et puis vous faites, et puis vous allez être gagnant parce que ce minerai devient un minerai critique important. Donc, c'est ouvert. C'est maintenant comment s'organiser pour le faire. Mais c'est une stratégie de long terme qu'il faut avoir. C'est pas une stratégie de court terme. C'est clair, hein, c'est clair. Le court terme, je pense pas qu'il y a ça. Les grandes compagnies comme Kibali ou les autres, presque toutes les grandes compagnies qui ont fait ici, ont pris au moins 10 ans, même Friedland que vous avez intéressé. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'il a commencé, je crois, dans les 2003 ou 2009, mais aujourd'hui, ça produit. Et donc, les autres, ce qu'ils ont fait, c'est sont tous partis à la Gécamine, parce que la Gécamine avait déjà des exploitations, des histoires comme ça. Ils ont dit, on modernise, on arrange, et puis on va de l'avant. C'est ça. Mais donc, maintenant, cet espace commence à être restreint. Mais il y a d'autres pour lesquels c'est toujours intéressant de le faire. Avec des Congolais aussi, d'abord c'est moins cher, et puis ça peut aussi aller plus vite. Très bien. En tout cas, je vous remercie, Monsieur Mabolia, de m'avoir accueilli ici. Et je vous souhaite une bonne journée et plein de bonnes choses par rapport à vos futurs projets. À vous.